Bonjour Mel. Bonjour Claudia. Comment tu vas? Ça va et toi? Ben, ça va. Bonjour Monsieur Jobard. Bonjour. Bonjour mesdames. Que notre invité du jour et bienvenue à l'émission L'invisible vers la lumière qui est en partenariat avec l'association Au cœur de l'invisible. Donc, est-ce que tu as quelque chose peut-être à rajouter concernant l'association, les événements qu'on a pu avoir et les évolutions avant de pouvoir faire l'interview à Monsieur Jobard? Par rapport à l'association, alors par rapport à l'association, effectivement, aujourd'hui on est en train de mettre beaucoup de choses en place. Alors, c'est-à-dire que c'est une association qui lutte contre les dérives sectaires, les manipulations et les dérives en général, qu'on va retrouver dans le bien-être, dans tout ce qui est ésotérisme aussi, dans plusieurs domaines d'activité, parce qu'on a constaté que tout simplement les dérives sectaires étaient de plus en plus prégnantes en fait dans toutes les couches de la société, aussi bien dans le domaine professionnel, à l'école ou même dans notre vie courante, dans notre commun. Et donc aujourd'hui, on a décidé on a upgradé en fait l'association en ayant des psychologues qui vont pouvoir nous accompagner pour pouvoir en fait accompagner les victimes, mais les familles de victimes aussi, ainsi que un juriste, un avocat pénaliste spécialisé dans le droit pénal pour justement pouvoir rester en justice si le cas échéant, si on peut aussi, parce que c'est ça la complexité, c'est que c'est trouver les informations, trouver les témoignages et que les gens osent porter plainte. Et ça, c'est important à un moment donné de le dire. Il faut que les gens osent porter plainte. C'est pas évident. Donc on a une petite particularité, c'est qu'on est énormément présente sur les réseaux sociaux, exclusivement sur une plateforme qui est très connue, qui est TikTok, puisque c'est une très grosse porte d'entrée vers toutes ces dérives-là et les manipulations. Et on retrouve toutes ces manipulations dans tous les domaines, que ce soit dans l'ésotérisme, que ce soit dans le développement personnel. Alors là, on est à 80% parce que tout est mélangé, l'ésotérisme avec le développement personnel, etc. C'est vraiment la porte d'entrée. Et aujourd'hui, on a cette particularité. Tous les matins, on est présent sur ce réseau pendant 2 à 3 heures en live et on discute avec énormément de praticiens ou de pseudo-praticiens ou des pseudo-scientifiques ou qu'on pourrait les appeler, moi je le dis très nettement, des gourous. Parce que c'est vraiment des gourous et beaucoup ne se rendent même pas compte qu'ils sont des gourous en fait. Et effectivement, pendant ces heures de live que l'on va faire le matin, on va expliquer les mécanismes de la manipulation, comment on peut être amené, en fait sensibiliser, alerter et tout simplement prévenir pour pouvoir se protéger. Voilà, c'est comment on évite ça. Quels sont les détails, quels sont les rouages, quels sont les subtilités qui permettent de se protéger de ces personnes-là, qui sont de plus en plus actives et de plus en plus, vraiment, elles ont de plus en plus de poids malheureusement. Avec des très grosses communautés qui peuvent certains représenter 300 000 abonnés, même des fois certains avec des millions. Voilà. Et c'est dans ce contexte-là qu'on vous a invité justement, parce que vous êtes sensibilisé justement sur ce domaine-là de développement personnel. Est-ce qu'on peut dire que vous avez fait de ce développement votre cheval de bataille? Pas spécialement en fait, ça passe par le développement personnel, mais le développement personnel c'est simplement un symptôme en fait de quelque chose de plus général qui est, disons, la façon dont les identités aujourd'hui se construisent et se constituent, et surtout la façon dont ces identités sont manipulées, influencées, subverties par tout un tas de choses. Alors vous avez parlé des gourous, oui c'est le cas le plus extrême, mais le développement personnel et l'ésotérisme sont deux façons, deux apparitions, deux manifestations d'une idéologie qui est plus générale, qui est celle du néolibéralisme pour moi. C'est-à-dire que le sujet néolibéral, c'est-à-dire nous, ce sujet-là, qui prône comme valeur première et suprême la liberté, en fait, est d'une certaine façon retourné contre lui-même, et cette liberté s'inverse en servitude volontaire souvent, et servitude qu'on ne perçoit même pas parce qu'on croit justement exercer sa liberté en faisant des choix
alors qu'en fait ces choix sont déjà guidés et proposés, voire imposés par tout un tas d'acteurs, mais qui prennent place sur un marché, tout simplement. Le marché du développement personnel, le marché des croyances. Et ce sont des choses qu'on croit les plus personnelles, les plus intimes, les plus profondes, alors qu'en fait, elles sont insufflées par ce marché et par un certain nombre d'acteurs qui sont là principalement soit pour gagner de l'argent, soit pour exercer un pouvoir, voire les deux. Alors, avant de continuer, puisque pour que les personnes puissent vous connaître un peu, est-ce que vous pouvez déjà nous présenter très brièvement qui vous êtes et comment vous êtes venu à écrire ces livres-là? Alors, ces livres, on va en parler. Oui, bien sûr. Donc, le dernier, La crise de soi. Voilà, c'est le. Et celui-là, c'est le premier, si je ne me trompe pas. Oui. Donc Thierry Joard contre le développement personnel. Alors celui-là, je l'ai lu très rapidement. C'était vraiment très, très, très enrichissant. Et si vous pouvez un peu vous présenter et pourquoi vous êtes venu à écrire ces livres-là. Mais en fait, je suis libraire, moi. Donc le point de départ, c'est simplement mon expérience de libraire. Et le constat du développement exponentiel des publications en développement personnel pour le premier livre, en ésotérisme aussi, et puis surtout des nombreuses discussions que j'ai eues avec les clients et surtout les clientes, puisque c'est un public essentiellement féminin pour le développement personnel comme pour l'ésotérisme, parce que j'ai essayé de comprendre d'où venait cet engouement, parce que si vous voulez, au départ, je ne m'occupais pas de ces rayons-là, et quand j'ai été amené à le faire, ce qui au départ, quand je voyais les titres en développement personnel, oser être soi-même, oser la bienveillance, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, le pouvoir du moment présent, les 4 accords Toltec, etc., etc., etc. Il y en a 5 maintenant. Il y en a 5 Oui, maintenant. ils en ont retrouvé un 5e au fond d'un tiroir, mais oui, évidemment. Et au départ, ça me faisait sourire, tout simplement, parce que je trouvais ça gentillet. Et quand j'ai été amené à devoir vendre moi-même ces livres, il a bien fallu que je les lise. Et quand j'ai commencé à les lire, eh bien, j'ai senti une espèce de ramollissement de mon cerveau et un effarement croissant qui me faisait aboutir à 2 conclusions. La première, c'est qu'on me prenait pour un con en tant que lecteur, en m'assénant des vérités pleines de bon sens, mais en les maquillant et en les habillant de tout un fatras qui ne tenait pas debout. Et la deuxième conclusion, c'était aussi une colère par rapport à ce marché qui s'est développé et à cette façon dont on fait croire un certain nombre de choses aux lecteurs et aux lectrices. Tout un tas de présupposés qui sont exploités par le développement personnel, mais aussi dans l'ésotérisme, parce que c'est vrai que les deux se croisent de plus en plus. Des présupposés qui ne sont jamais explicités. C'est-à-dire, par exemple, on parle du moi ou du soi d'une façon tellement caricaturale, tellement simpliste, qui fait abstraction de tout ce que la psychologie a pu apporter, par exemple, mais aussi la sociologie depuis 100 ans, comme si on redécouvrait l'eau tiède, et tout ça en faisant croire aux gens que la volonté est la plus forte, que en nous, nous avons une ressource infinie pour faire face à toutes les situations, pour être capable de s'optimiser en permanence, pour être capable de se débarrasser de, entre guillemets, pensées limitantes ou pensées incapacitantes. Enfin, tout un lexique, tout un champ de vocabulaire qui, en fait, ne sert qu'à recouvrir des préceptes de bon sens qui ne méritent pas la surproduction éditoriale qu'on voit. Donc voilà, c'était ça, c'était de l'effarement et de la colère par rapport à tout ça. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Où est-ce que ça nous mène? Comment se fait-il qu'on se sente obligé, parce qu'en 2023, un Français sur 3 a lu un livre de développement personnel, donc pourquoi a-t-on recours à ce genre de livre? Comment faisait-on avant?
qu'est-ce que ça apporte, est-ce que ça a un effet véritable, lequel? Donc voilà, tout ça, ça m'a posé beaucoup de questions. Donc j'ai beaucoup discuté avec des gens qui lisent du développement personnel, qui écrivent du développement personnel, qui baignent dans le développement personnel ou dans l'ésotérisme, pour voir un petit peu si je pouvais trouver des réponses à mes questions. Et là, notamment, vous avez une des raisons de cet engouement, vous pensez que c'est le néolibéralisme, en fait? Oui, je pense que c'est pas que c'est une alliance, si vous voulez. Le signe en est, par exemple, que on fait usage du développement personnel en entreprise. Alors je parle de l'entreprise, surtout des grandes entreprises, mais ça se développe de plus en plus. Et je ne pense pas que ce soit une coïncidence, c'est parce qu'il y a une conformité dans les objectifs, c'est-à-dire que alors tout ça c'est le fruit d'une évolution sur plusieurs décennies, hein, mais si vous voulez, on est passé d'une économie, celle de l'après-Seconde Guerre mondiale, qui était une économie de production de masse et de consommation de masse, à une économie, à partir de la fin des années 70, début des années 80, ça dépend des zones géographiques, mais ça a commencé aux États-Unis et en Angleterre à cette période-là, c'est venu en France dans les années 80. On est passé à une économie qui s'est tertiarisée, donc de plus en plus une économie de services, une économie qui s'est financiarisée, donc qui privilégie l'investissement et la rentabilité à court terme, au détriment de tout un tas d'autres facteurs. Et puis, bien sûr, une mondialisation qui fait qu'on est pris dans un système de concurrence généralisée. Alors, non plus seulement la concurrence entre les salariés au sein d'une entreprise, mais une concurrence par rapport aux salariés d'autres pays où il revient beaucoup moins cher de produire. Et puis finalement, et c'est là que la nouveauté advient aussi, dans le néolibéralisme, à travers le développement personnel, une mise en concurrence de soi contre soi-même. C'est-à-dire que quand on est dans une démarche d'optimisation permanente, de développement de soi, eh bien on en vient à acquérir un certain nombre de techniques, de pratiques, d'habitudes qui font que on se sent mis en demeure de toujours faire mieux, de toujours s'impliquer davantage. Mais on n'est pas plutôt, je dis ça, mais on n'est pas plutôt dans une standardisation du soi? Alors, il y a deux choses si vous voulez. Quand on est passé de l'économie keynésienne de production, on était dans une économie de standardisation, c'est-à-dire qu'on produisait en masse des télévisions, des frigidaires, des collants, des magnétoscopes, tout ce que vous voulez, parce que voilà, le but était de développer le marché et d'asseoir la prospérité économique sur une classe moyenne homogène et assurée d'elle-même, parce qu'on avait des emplois à vie, parce que le CDI était la norme, parce qu'il y avait un système de redistribution, etc. Donc tout ça fonctionnait assez bien, jusqu'aux crises des années 70. Et ensuite, de cette standardisation, on est passé à une singularisation. C'est-à-dire que le but du jeu, maintenant, c'est de se singulariser, c'est-à-dire de s'afficher comme étant une personnalité particulière, différente de toutes les autres, et de se singulariser. Il y a deux sens au mot. Singulariser, c'est être soi, et c'est en même temps se distinguer. Se singulariser, c'est sortir de la masse. Donc vous voyez, il y a ce double mouvement. À la fois, on fait tous la même chose, on regarde tous des séries, on va tous en vacances au même moment, on visite tous les mêmes lieux au même endroit, donc standardisation, et en même temps, on veut absolument être différent. Mais on veut être différent, mais au sein d'une même communauté de pensée, une même forme de pensée aussi. Alors, oui, parce que finalement, cette singularisation, elle est assez illusoire. C'est-à-dire que oui, on va tous partir en vacances au mois de juillet, au mois d'août, ou pendant les vacances de février ou de Noël, mais on va choisir des destinations particulières. Mais on ne va pas bronzer idiot, on va accumuler ça avec des découvertes culturelles. Vous voyez, on se singularise, on se différencie, on fait mieux, parce qu'on recherche du sens en plus. Et dans le travail, c'est pareil. Si vous voulez, on ne fait plus un travail, en tout cas de moins en moins,
pour simplement gagner sa vie ou pour simplement un statut social. On veut aussi se réaliser dans son travail. On veut aussi trouver du sens à son travail. Grosse problématique en ce moment. Où est le sens dans le travail, par exemple? Il y a beaucoup de gens qui s'interrogent là-dessus. Donc vous voyez, il y a à la fois l'aspect purement financier qui est respectable quand on travaille, mais on veut aussi que notre personnalité trouve une satisfaction, une réalisation dans le travail. Et on nous demande de plus en plus de jouer de notre personnalité, puisque sont apparues tout un tas de choses que sont les compétences émotionnelles, les compétences de communication, les soft skills, le savoir-être, toutes ces choses-là qui finalement ne concernent pas simplement le travail en lui-même, pas la tâche à accomplir, mais la façon dont on l'accomplit et la façon dont on se comporte au travail. Merci à tout le monde. Dans un monde en quête de sens et de vérité, où les ombres se mêlent aux promesses de clarté, l'association se dresse pour rassembler les voix entre ésotérisme et science. Elle éclaire nos choix. Osez parler des dérives, brisons les chaînes pour sortir de l'emprise. Ne laissons pas la peine au cœur de l'invisible. Développons l'esprit critique pour un avenir clair où la conscience s'applique. Des événements se tiennent pour éveiller les esprits. Des ateliers de partage où la connaissance s'épanouit. Nous honorons les savoirs, mais restons vigilants face aux manipulations. Ensemble on est plus fort, assurément. Osez parler des dérives, brisons les chaînes pour sortir de l'emprise. Ne laissons pas la peine au cœur de l'invisible. Développons l'esprit critique pour un avenir clair où la conscience s'applique. Des événements se tiennent pour éveiller les esprits. Des ateliers de partage où la connaissance s'épanouit. Nous honorons les savoirs, mais restons vigilants face aux manipulations. Ensemble on est plus fort, assurément. Osez parler des dérives, brisons les chaînes pour sortir de l'emprise. Ne laissons pas la peine au cœur de l'invisible. Développons l'esprit critique pour un avenir clair où la conscience s'applique. Ne restons pas muets face aux illusions. Éclairons les chemins avec discernement. Pour chaque voix en quête, pour chaque cœur en détresse, nous bâtissons un futur basé sur la sagesse. Osez parler des dérives, brisons les chaînes pour sortir de l'emprise. Ne laissons pas la peine au cœur de l'invisible. Développons l'esprit critique pour un avenir